Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Dimanche, tout est permis. Nous sommes évidemment ce dimanche 20 juin de l'année 2021. Et cette semaine a quand même été meublée par plusieurs sujets d'actualité, tant au plan national qu'international. En Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de se pencher sur la question de la flambée des prix des produits de première nécessité, les denrées alimentaires qui coûtent de plus en plus cher. Et face à cette situation qui inquiète les citoyens, le gouvernement a décidé de mettre sur pied un comité ad hoc pour réfléchir sur la question. Est-ce la juste thérapie trouvée par le gouvernement? On va en parler dans cette émission. La candidate à la candidature à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, Rekia Madougou, a été auditionnée par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo cette semaine. C'était bien évidemment jeudi. Rekia Madougou qui a été auditionnée pendant plus de 6 heures d'horloge. Est-ce là un soulagement pour les présumés terroristes dans cette affaire d'interpellation liée bien sûr aux violences survenues dans le cadre de cette élection? On va aussi en parler dans cette émission. Et puis, nous irons en Côte d'Ivoire où l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, est revenu au pays après avoir passé 10 ans dans les liens de la Cour pénale internationale, la CPI. Il a été relâché, vous le savez, pour faute de preuves, et il est revenu au pays. Évidemment, vous avez peut-être suivi les images, mais dans cette émission, nous allons essentiellement réfléchir autour de cette question. Est-ce là l'amorce du processus de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Et avec moi en plateau, Élisée Eribel Abel Adjovi, bonsoir à vous. Oh, bonsoir, chers confrères et chers téléspectateurs. Bonsoir. Vous êtes gouverneur du magazine panafricain, le label diplomatique, et vous êtes aussi président du caucus panafricain des journalistes. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Mais c'est un plaisir partagé. Voilà. Et avec nous en plateau aussi, Koshimo Rumbadji, qui est un confrère de cette maison, Beneweb TV. Koshimo, bonsoir. Chicris, bonsoir. Merci à vous aussi d'être venu partager avec nous ces moments de télévision en ce dimanche après-midi. Alors, Élisée Eribel Abel Adjovi, je le disais à l'instant, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de se pencher sur la question de la flambée des prix des produits alimentaires, on va le dire comme ça, les produits de première nécessité. Et pour cela, le gouvernement a décidé de mettre sur pied un comité ad hoc. Est-ce que c'est bien pensé selon vous? Ah, mais je pense que déjà, la situation qu'on a sur le terrain montre bien que au niveau des produits de première nécessité, qu'il y a flambé de prix. Et vous savez très bien, quand on regarde le panier de la ménagère, ce n'est pas qu'au Bénin, ce n'est pas forcément enviable. Mais nous savions, bien évidemment, qu'avec cette crise consécutive au Covid-19, qu'on devrait s'attendre à la suite à une certaine récession économique, et donc ça devrait influer également sur l'activité économique, y compris justement l'activité de nos paysans. Et cela explique le fait qu'on a aujourd'hui une flambée des prix des produits de première nécessité. Déjà, vous pensez que c'est à cause du Covid? Non, je pense que tout se tient. Ça ne vous a pas échappé que justement on savait très bien que le coronavirus existait, oui, avant que des esprits malins, excusez du peu, n'aient l'intention d'aller dans des laboratoires pour perfectionner cela et nous amener ce que nous avons aujourd'hui. Et l'objectif, c'est clair. Premièrement, créer beaucoup d'hécatombes, notamment en Afrique, pour exterminer les Noirs une fois encore, après l'esclavage, après la colonisation, après le néocolonialisme rampant, on voulait exterminer les Noirs. Mais heureusement, il y a un Dieu pour tout le monde, et je peux même dire aujourd'hui que Dieu a tourné son regard vers l'Afrique et on est loin du compte, et il sera ainsi quel que soit ce qui sera créé. Mais on savait très bien
que confiner tout le monde, mettre les gens à la maison, tout ça, l'objectif, c'est d'en arriver à une récession économique internationale et donc obliger les gens à adopter un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas de nature à assurer la vie. Je pense que les hommes sont arrivés à un manque de crainte de Dieu qui est poussé à l'extrême. C'est juste une parenthèse pour en venir à notre sujet. Donc, on ne peut pas être surpris lorsque, au Bénin, quand même, il faut le reconnaître, je pense que le Bénin fait partie des pays qui ont le mieux géré cette affaire du Covid en ne mettant pas en ne manifestant pas une fébrilité et en ne mettant pas tout le monde confiné à la maison. Ça aurait créé une catastrophe. Dans la sous-région, on a bien vu comment cela s'est passé. Je pense que cela est à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. Donc, déjà, par rapport à la manière dont le Covid ou la Covid-19 a été géré, je pense qu'on a pris des mesures qui sont quand même de nature à respecter notre tissu social et la manière, le bien vivre, même si on aurait aimé davantage de mesures d'accompagnement. Donc, de la même manière, je pense qu'il était important, il y avait une impérieuse nécessité que le gouvernement se réunisse et très rapidement, qu'il y ait un comité interministériel. Avant de revenir à ça, à côté de la question du Covid, on a entendu quand même le gouvernement dire que cette situation s'explique aussi par la rareté des pluies. On a vu qu'il y a peut-être cette question de dérèglement climatique, les changements climatiques, c'est une question mondiale, mais il y a aussi une autre cause qui a été doigtée, l'exportation massive de nos produits que les paysans cultivent, on les exporte sauvagement vers d'autres pays de l'interland, par exemple. Et ce sont peut-être les deux raisons évoquées par le gouvernement. Est-ce que c'est objectif, selon vous? Mais je pense que non seulement c'est objectif, mais le mal vient de loin, puisque ça ne vous a pas échappé que pendant la période révolutionnaire, le discours-programme vraiment donnait les orientations qui devraient faire en sorte que, en son temps, malheureusement, ce n'a pas été le cas. En l'an 2000, le Bénin aurait été le premier pays dans le monde à atteindre l'autosuffisance alimentaire. D'autres pays sont venus tirer de notre expérience pour être loin, et pas des moindres, des pays occidentaux, je ne veux pas donner de nom. Et donc, avec les Cardais, on a vu ce qui s'est passé, on a dû laisser. Aujourd'hui, je pense que ce qui nous rattrape aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, le chef de l'État, il ne pouvait pas régler tout à la fois. Il a été question de faire les réformes, d'améliorer le climat des affaires avant d'en arriver à d'autres spécificités, mais dans les réformes, il y a eu également dans le secteur agricole, je pense qu'il y a des zones de production régionale, je ne suis pas technicien, donc des pôles agricoles. Voilà, des pôles agricoles, on sait que dans telle région, c'est le riz qui peut marcher, dans telle autre région, on a peut-être le haricot, le maïs, le sorgho, dans telle autre région. Je pense que ce travail aurait dû être fait depuis, et je ne jette pas de pierre. Je ne jette pas de pierre à nos docteurs en agriculture, à nos ingénieurs agronomes, mais il y a eu des milliards et des milliards qui ont été investis au ministère de l'Agriculture. À quoi cela a servi pour que nous nous retrouvons aujourd'hui? Parce que même si on exporte, on pouvait bien exporter et en avoir suffisamment à bas prix dans le pays. Tout à fait. Cosimo Mbadi, avant peut-être de revenir sur la question de la mise sur pied du comité ad hoc, je voudrais aussi prendre votre avis sur les causes possibles ou plausibles de cette situation économique aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à l'exportation des produits? Est-ce que c'est lié justement à la rareté des pluies ou encore Covid? Alors, il faut dire qu'on va parler d'abord des deux raisons évoquées par le gouvernement, des raisons qui ont été quand même contestées par des scientifiques. On va parler de la rareté de pluie. On a vu des chiffres, en tout cas d'un scientifique, d'un professeur d'université, qui a contesté donc cette raison évoquée par le gouvernement. Après, oui, je suis beaucoup plus intéressé par l'argument de l'exportation massive donc des produits vers les pays voisins. Et là encore, c'est parce que le gouvernement n'a malheureusement pas anticipé sur la question. Parce que c'est vrai, le comité, on va y arriver, mais si on en est arrivé là, ça dit créer un comité, ça veut dire que la situation est préoccupante.
Et si la situation est préoccupante, c'est qu'on n'a pas anticipé. Donc, l'exportation massive donc, des produits agricoles, comment on a fait pour que les producteurs soient donc obligés d'exporter? Dans un passé récent, on a vu cette politique qui a consisté donc à créer des centres. Je veux parler donc de l'ONASA, justement des boutiques ONASA qui permettaient quand même de stocker. C'est vrai, la gestion, après on va en parler, mais toujours est-il que le principe c'était quand même de faire en sorte que les produits puissent rester pour le marché intérieur. Mais bon, ces boutiques ont été supprimées. Aujourd'hui, je ne dis pas forcément que c'est parce que les boutiques ont été supprimées qu'on a... Les produits coûtent cher. Coûtent cher et que ce n'est pas forcément à cause de ça que les producteurs ont eu cette facilité à exporter, mais on a supprimé les boutiques, donc on aurait pu trouver une solution alternative pour faire en sorte que les produits restent donc à l'intérieur du pays. Alors, face à cette situation, justement, est-ce que vous avez l'impression que la mise sur pied ou le fait d'avoir pensé mettre sur pied un comité ad hoc constitue aujourd'hui la réponse adéquate que le gouvernement devrait trouver? Pas forcément la réponse adéquate, mais nous sommes dans une situation où, bon, ce n'est que ça, parce qu'on a déjà raté la base. C'est-à-dire le gouvernement a déjà raté la base, quoi, qui est d'anticiper. C'est-à-dire le gouvernement s'est vu, on dirait que le gouvernement a été surpris aussi par la question. Vous avez vu, il a pris du temps pour réagir, le gouvernement, sur cette question-là. Et même en conseil des ministres, les arguments, on a dit, il y a eu, je sais pas, une mission conjointe du ministère de l'Agriculture, du ministère donc du Commerce. Oui, et après analyse, bon, le gouvernement s'est dit que c'est certainement la rareté de la pluie et l'exportation massive. Donc, le gouvernement, moi j'ai vu que le gouvernement a été surpris par la situation. Là, on nous parle de comité ad hoc, les comités au Bénin, les commissions au Bénin, on sait un peu comment ça se passe. Donc, j'ai pas trop d'espoir pour la suite. Élisée Heribert Labelle-Adjovi, sur cette question de mise sur pied de comité, justement, il émet des réserves, Koshimo Mbadi, justement, sur ce que les comités deviennent au Bénin. Peut-être, on va revenir à lui tout à l'heure. Mais de votre côté, est-ce que vous pensez que c'est un vœu pieux que de mettre sur pied juste un comité ou juste une thérapie illusoire? Non, je pense qu'on peut peut-être reprocher des choses au gouvernement du président Patrice Talon, mais pas de ce côté-là, parce que je ne pense pas que face à la situation actuelle, qu'on mette sur pied un comité pour mettre. Je pense que mettre sur pied un comité est une condition sine qua non pour régler le problème en profondeur. Oui. Et le problème n'est pas que béninois, parce que vous allez voir, très très bientôt, je vous ai dit que la Covid-19 ou le Covid-19, je ne sais pas ce qu'il faut dire concrètement. Finalement, ils ont retenu la Covid. Bon, la Covid-19 avait pour but d'amener une récession économique. Pendant des mois, tout le monde est resté à la maison. Et nous ne mangeons pas que béninois. Et c'est ça, nous ne mangeons pas qu'africains. On ne mange pas ce qu'on produit. On ne mange pas ce qu'on produit. Donc, le problème est plus global. On ne peut pas, si on doit peut-être juger le gouvernement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il faudra juger beaucoup de gouvernements, comme je vous l'ai dit. Ne serait-ce que depuis 90, on n'a pas travaillé à asseoir un tissu économique du côté de l'agriculture qui permette aujourd'hui à ce que nous ne ressentions pas ce choc comme nous sommes en train de le ressentir. Je pense que des pays, même si je ne connais pas forcément la situation globale, mais des pays comme peut-être le Burkina Faso qui ont travaillé dans ce sens, d'autres pays également, pourraient peut-être beaucoup plus gérer cette crise. Mais quoi qu'on dise, c'est prévu que de cette situation de crise sanitaire, on débouche sur une situation de crise économique et donc que naturellement il y ait ce travail-là qui soit fait. Je voudrais revenir sur un aspect, effectivement, il y a eu les réformes, il y a les régions de production qui sont prévues, mais je pense que peut-être par rapport à la fermeture de ONASA et autres où il y avait des produits, on pouvait, c'est-à-dire est-ce que le moment où ça a été fermé, ça devrait être fermé exactement comme ça, on peut faire le débat, mais je pense que cela aidait beaucoup les populations, on avait des sites, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, même s'il n'y a plus l'ONASA,
qu'il y ait peut-être des sites de distribution de produits à vil prix, même si on sait très bien que même quand on décide de le faire, la nuit, les gens viennent acheter et puis ils remettent ça sur le marché. Donc finalement, dans les boutiques, ça n'existe plus. C'est compliqué. Je pense que c'est un travail vraiment de formatage qu'il nous faut, que l'esprit patriotique puisse, comment on appelle, prévaloir sur les intérêts égoïstes, les intérêts personnels. Donc, pour me résumer sur la question, je pense qu'un comité interministériel à l'étape actuelle, on est obligé de le faire parce que si, par exemple, avant l'arrivée du président Patrice Talon, et on ne va pas accuser un gouvernement pour dire que c'est tel gouvernement qui l'a fait. Voilà, si le travail qui avait été, qu'on a entamé, par exemple, dans la période révolutionnaire, à la conférence nationale, on n'a pas jeté le bain et le bébé à la fois. On aurait pu retenir de mieux structurer les cardets et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Je pense que le gouvernement du président Patrice Talon parlerait d'autre chose et pas de ce que nous n'avons pas assez de produits locaux. Nous ne consommons pas local. On aurait les produits de première nécessité. On pouvait les cultiver sur place. Puis on pouvait tout cultiver, le riz, le maïs, le haricot, le manioc, tout cela. En avoir suffisamment pour le marché intérieur et en produit davantage pour le marché de la sous-région, notamment le grand voisin de l'Est, le Nigeria. Donc le fait d'exporter n'est pas le problème, c'est le fait qu'on n'ait pas produit suffisamment, qu'il n'y ait pas une politique étatique pour produire suffisamment, de telle sorte que même si on exporte, on en ait encore davantage. Donc actuellement, il n'y a pas, il faut par rapport à une situation, la gangrène est profonde, il faut une thérapie de choc et par rapport à ça, il faut un comité. Et comme je vous le disais, je pense qu'on peut tout reprocher, on peut reprocher peut-être des choses au gouvernement du président Patrice Talon, mais pas ça là. Je suis convaincu que ce comité interministériel va déboucher très très rapidement sur des propositions concrètes pour juguler la crise, parce qu'on doit le faire et on n'est pas seul. Même les grandes puissances y pensent parce que c'est prévu aussi qu'on en arrive là. Alors, il y a quand même certains observateurs qui font état de ce que parfois les autorités motivent beaucoup plus les cultivateurs des cotons ou du coton au détriment des cultivateurs des produits vivriers, par exemple. Et c'est ce qui aurait expliqué aussi le fait que les paysans cultivent moins ce que nous consommons que le coton. Est-ce que Koshimo, c'est plausible, c'est objectif? Non, je pense que c'est pas très objectif parce que le coton, on sait que c'est dans une région donnée que le coton est cultivé. Donc, et on va pas dire que tous les cultivateurs de toutes les régions du Bénin s'intéressent forcément au coton, à la culture du coton. Et d'ailleurs, ces dernières années, on a vu également que la production vivrière n'a pas forcément diminué. Il y a eu quand même une certaine augmentation. C'est vrai que les gens pensent beaucoup plus à ça parce que vous n'êtes pas sans savoir, on est quand même premier en termes de culture de coton. Donc, c'est facile de dire qu'en temps, on a motivé les gens à aller beaucoup plus à la culture du coton. Mais je dis, c'est pas très objectif parce que on connaît, c'est une région, c'est pas, le coton ne se cultive pas dans toutes les régions du Bénin. Donc, je trouve que c'est quand même un argument un peu trop facile. Est-ce qu'il aurait peut-être été très soulageant pour les populations d'entendre le gouvernement dire à l'occasion de ce Conseil des ministres qu'il allait subventionner directement d'office les produits dont on parle? Oui, un soulagement, oui. Plutôt que de leur dire qu'on va mettre sur pied un comité pour y réfléchir. Oui, mais ça aurait été quand même une réponse politique. Et parce que oui, il faut réfléchir après. Parce que je l'ai dit, le gouvernement même, en tout cas, pour les premiers arguments qui sont avancés, moi je constate que le gouvernement aussi se paie un peu dans la situation pour le moment. C'est là où je trouve quand même pertinent le comité. C'est vrai que je suis un peu pessimiste par rapport à la suite, mais je trouve quand même que mettre sur pied un comité, c'est quand même pertinent pour mieux comprendre la situation. Parce que jusque-là, le gouvernement aussi, je pense, ne se retrouve pas encore correctement. Il y a d'autres questions d'agenda, par exemple. Non, sur déjà la question, je voudrais dire que même si on ne peut pas dire
que c'est le coton qui est à la base de tout. Je pense que ce que peut-être les uns les autres pensent, c'est que si on avait subventionné, s'il y avait une politique pour encourager les produits de première nécessité, la culture des produits de première nécessité, qu'on pourrait, sans forcément éviter ce qui arrive aujourd'hui, on aurait pu amoindrir le choc. Je pense que le dire n'est pas faux. Je pense que le dire n'est pas faux et peut-être dans les priorités du gouvernement, et il était question de revoir l'architecture générale des choses avant d'en arriver aux spécificités. C'est un choix, mais cela n'empêche pas que les uns et les autres puissent penser que éventuellement il y aurait pu y avoir des subventions pour encourager. Je pense que ce point-là est important important de le relever. Le deuxième aspect, c'est que le fait de subventionner, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, tout de suite, subventionner tout de suite. Vous savez, lorsqu'il s'agit de l'État, dans la perception du sens de l'État, il faut organiser. Lorsque vous n'avez pas prévu et que cela arrive, même si vous avez une responsabilité, vous devez vous asseoir et définir dans la durée ce qu'il faut faire concrètement. Vous savez, dans ce pays, on avait tellement d'argent dans les années 80, 70-80, qu'on a créé parce que la révolution a engendré beaucoup de ressources, notamment venant de l'extérieur, qu'on a créé plein de sociétés d'État. Et puis, tout n'a pas été géré comme ça se doit. Et finalement, vous avez vu le résultat que cela a donné. On n'a pas même fini de solder les comptes jusqu'à aujourd'hui. Et de la même manière, dans un passé récent, on a eu du volontarisme par rapport à des situations des populations dans des régions, mais lorsque vous êtes à la magistrature suprême, vous avez le désir de changer les choses. Mais si vous changez sur l'humeur, vous pouvez vous confronter notamment à la masse salariale, à quelle est la cagnotte que vous avez et ce que vous dépensez. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voyez la situation des enseignants et qu'il faut recruter, d'autres sont là, mais ils ne sont pas bien payés, vous pouvez décider en tant que chef de l'État d'investir, d'injecter des milliards pour régler la situation, mais vous ne pouvez dans ce sens que de régler pour l'instant. Mais est-ce que ça pourra être réglé pour que les gens aient une carrière jusqu'à aller? Donc, par rapport à cette situation de crise alimentaire, si on n'est pas complètement dans la crise complète, mais on n'est pas loin, il faut impérativement, par rapport à la situation actuelle, qu'il y ait un comité interministériel pour qu'on définisse les bases clairement, en attendant de mettre en œuvre tout ce que le gouvernement a prévu pour que les régions puissent mener les différentes activités économiques dans le domaine agricole. Il faut prendre des mesures tout de suite, mais il faut réfléchir. Mais dans le même temps, ça urge. Il y a que les gens veulent en même temps sentir. Mais vous ne savez pas si on ne sait pas le temps que va prendre non, c'est sûr, la réflexion ou que vont prendre les réflexions de ce comité. C'est sûr que de maintenant à la fin du mois de juin, il y aura certainement une évolution. Je ne suis pas forcément dans le secret des dieux. Le secret des dieux, mais je pense que un comité interministériel, c'est pas parce que c'est un comité interministériel que ça va faire des mois. Non, on peut faire une semaine même, on peut faire 2 semaines et donner des résultats parce que déjà, on a quand même réfléchi à la situation. On sait très bien la thérapie, mais ici, il ne s'agit pas d'une thérapie douce, il s'agit d'une thérapie de choc. Et il faut voir quelle sera, je ne suis pas économiste, mais il faut voir quelle sera l'incidence de cette thérapie sur les autres programmations. Justement, Koshimo Mbadji, il y a que certains estiment, peut-être à raison, parce qu'on a même entendu l'exécutif le reconnaître à quelques moments, que le gouvernement qui est là ne verse pas dans du populisme. Et dans le même temps, on a entendu beaucoup de clarifications sur le concept du social. Les gens estiment que le gouvernement n'est pas très social et donc sort très peu des ressources pour aider de façon gratuite, j'emploie ce terme entre griffes, les concitoyens. Est-ce que franchement, on peut attendre quelque chose de concret de ce comité? Oui, dans la mesure où
le gouvernement peut trouver d'autres solutions autre que partager de l'argent ou bien dire clairement. Parce que même la subvention aussi, ça va peser sur l'État. Il a tout à l'heure décrit les modalités, les contraintes aussi. Voilà, donc à la fin, le comité peut proposer au gouvernement d'essayer donc de subventionner certains produits. Donc, mais connaissant le mode de fonctionnement du gouvernement, et je ne m'attends pas forcément à une déclaration du genre, ok, désormais le gouvernement va prendre en charge tel produit, mais je suis sûr que le gouvernement va trouver les moyens quand même pour faciliter donc la tâche aux populations, parce que la situation est quand même très préoccupante. D'accord. Alors justement, pour ces questions d'agenda, je l'ai dit tout à l'heure, ça urge, ça presse. Est-ce qu'on peut espérer dans un délai assez raisonnable quand même des résultats concrets? Oui, justement, du moment où la situation est préoccupante, si je l'ai dit tout à l'heure... Le mois de juillet s'achève dans quoi? Un peu plus d'une semaine? Oui, un peu plus d'une semaine. Et comme je l'ai dit, il y a un comité, et ça, il faut, je m'accorde avec Héribert pour le dire, il faut reconnaître quand même cette rigueur dans la gestion de certains dossiers, donc pour ce gouvernement en place. Donc, je suis sûr qu'il ne s'agira pas d'un comité qui va durer dans le temps, qui aura tout le temps pour travailler. Je crois qu'un travail sera quand même fait assez vite pour permettre donc aux populations donc de pousser un offre de soulagement. Mais je reste avec vous pour peut-être aussi évoquer cette question. C'est l'occasion pour nous de penser à ce programme qui avait été mis sur pied par le gouvernement du président Patrice Talon, le programme Fin Zéro, où on a installé un comité toujours pour réfléchir à des stratégies pour aider les populations dans le cadre de cette campagne Fin Zéro, avec à sa tête le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal René Koupaki. Est-ce qu'aujourd'hui on dirait que c'est parce que ce programme serait obsolète qu'on en est arrivé à cette crise alimentaire? Oui, je disais tout à l'heure que le gouvernement n'a certainement pas anticipé. Et je suis sûr que si ce programme était encore dans un fonctionnement normal, oui, ce qui se passe là, je suis sûr que le gouvernement aurait pu anticiper. Oui, on aurait pu anticiper. On aurait vu quand même les signes venus. Que ça allait venir. Et M. Adjovi, sur cette question? Je ne sais pas le travail qui a été fait dans ce sens, mais je ne dirais pas... Est-ce que ce n'est peut-être pas cette absence de communication? Non, je ne dirais pas. Peut-être une absence de communication, parce que, vous savez, quand on parle de Fin Zéro, il ne s'agit pas de distribuer de nourriture à toutes les familles, mais il s'agit de faire en sorte... Donc, Fin Zéro, je suppose que ce qui est prévu dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, on aura des zones régionales de culture et qui sera évidemment accompagné par l'État. Je pense que ça participe également de cette opération ou de ce programme Fin Zéro, je suppose. Maintenant, il ne faut pas oublier, avant qu'on ne parle de la situation alimentaire, dans cette affaire toujours de Covid-19, il y a que pendant le ralentissement des activités économiques, dans presque tous les domaines, il y a à intervenir. Au niveau des entreprises, toutes les différentes sortes... L'État continue de tourner comme à l'accoutumée. Voilà, donc il faut savoir que à ce jour, il y a beaucoup de structures, de couches sociales, voilà, et de secteurs d'activité qui ont toujours besoin que l'État arrive à les soutenir. Ce qui a été fait jusque-là, c'est un effort, mais ça doit être poursuivi. Donc, la question alimentaire, la question de la subvention des produits de première nécessité est une urgence actuelle, mais il faut savoir qu'il y a d'autres secteurs qui ont besoin d'un accompagnement, même si je pense qu'on est actuellement face à une situation critique, et c'est d'ailleurs pour ça, j'imagine, que le gouvernement a mis en place ce comité interministériel. Je pense que c'est très important, mais il va falloir justement aller vite. Et dans ce sens, je n'ai pas de doute que dans les jours qui viennent, on ait des résultats, des réflexions. D'accord. On va évoluer, si vous le voulez bien, avec cette autre actualité, justement, l'audition de Rekia Madougou, candidate à la candidature, disons candidate malheureuse à la candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021. Elle a été interpellée, vous le savez, c'est un secret de polichinelle, et depuis quelques semaines en tout cas, et elle a été auditionnée ce jeudi par une commission spéciale mise sur pied, commission d'instruction d'ailleurs à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme.
Élisée Ribel Abel Adjovi, cette actualité, est-ce qu'elle constitue aujourd'hui un soulagement ou peut-être une bonne nouvelle pour les personnes qui ont été interpellées dans ce contexte? Mais je pense que ça a été perçu ainsi de façon générale. Et je pense que pour les personnes ou personnalités qui ont été interpellées, c'est bien de savoir et le proche d'ailleurs, parce que la procédure évolue. C'est vrai que la séance a été séance huis clos, je crois. Oui, absolument. Voilà, donc on attend la suite des événements, mais je pense que c'est la preuve que le dossier évolue. Donc pour ne pas, comment on appelle, alimenter de la polémique et de la rumeur, je pense qu'il faut attendre la suite de la procédure. Ça fait partie, tous ces événements font partie de l'évolution d'un pays, d'une nation. Et je pense que c'est de la manière dont la justice va s'exercer dans le dossier qu'on verra bien, qu'on pourra échanger là-dessus. Mais à l'étape actuelle, on peut faire le constat qu'il y a eu 6 heures d'audition à huis clos. Je pense qu'on attend de voir ce qui va se passer par la suite pour notre éclairage. Mais étant donné qu'on a entendu quand même certaines autorités dire qu'on n'allait pas discuter avec les terroristes, vous avez entendu le ministre ou l'ancien ministre porte-parole du gouvernement, ancien ministre de la Communication, le dire ainsi. Et le chef d'État avait déjà dit lui-même aussi qu'il n'entendait pas amnistier qui que ce soit qui serait reconnu coupable. Est-ce que dans ce même contexte, lorsqu'on pense à tous ces paramètres, on peut toujours continuer? Si on était dans cette, disons, dans cet entourage proche à ces personnes, de concevoir ça comme étant une bonne nouvelle? Mais vous n'êtes pas allé au bout des rappels, parce que au même moment, en dehors de l'ancien porte-parole du gouvernement, en dehors du chef de l'État, je pense que les avocats des prévenus en ont parlé également, que notamment, par exemple, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, Madame Riki Amadougou ne demande pas une amnistie, mais demande un procès équitable. Donc je pense que on doit pouvoir laisser les choses évoluer. Et justement, au fur et à mesure de l'évolution des choses, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. D'accord. Donc je voudrais relever cet aspect. En fait. Très bien. Koshimo Mbadji. Oui, je pense qu'il n'y a pas encore vraiment de matière parce que ce n'est qu'une première audition à huis clos. On ne sait pas, c'est vrai qu'on a entendu après qu'elle a nié, elle n'a pas reconnu les faits. Et comme je dis, ce n'est qu'une première audition et vous n'êtes pas sans savoir aussi que son cas est quand même un peu c'est un cas particulier par rapport à tous les autres qu'on a arrêtés. Donc pour moi, il n'y a pas encore vraiment matière, pour moi, le dossier est encore à l'étape initiale, quoi. Mais est-ce qu'on peut quand même créditer l'exécutif ou l'appareil judiciaire d'une certaine bonne foi? Parce que on aurait pu les laisser eux tous là pendant des années avant peut-être de commencer à penser à leur cas, non? Bon, après, on va dire que la justice a son calendrier, mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de bruit. Elle a fait quand même 3 mois. Sans être auditionné. Donc pour moi il est quand même difficile aujourd'hui donc de parler d'une bonne foi, encore que bon, nous sommes dans un pays où il y a quand même la séparation des pouvoirs. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai rapidement balancé la question sur l'appareil judiciaire aussi. Je pense que restons donc focalisés sur la justice pour dire que la justice a son calendrier. Bientôt on peut alors peut-être passer au cas de Joël Aïvo alors? Oui, certainement, surtout que pour ce qu'on a appris jusque-là, son procès à lui, c'est programmé pour juillet, en tout cas, c'est ce qu'on a appris jusque-là. Donc, les choses iront certainement plus vite de son côté. Est-ce que tout ça là, par exemple, lorsqu'on voit les membres, peut-être sympathisants du parti Les Démocrates, je donne ce nom-là, peut-être sans pour autant les stigmatiser, et d'autres personnes interpellées, ici ou là, on a entendu environ 400 interpellations, c'est quand même énorme. Élisée Ribel Abel Adjovi, est-ce qu'on peut auditionner toutes ces personnes, les juger convenablement afin que le droit soit dit, sans pour autant se mélanger les pédales à des moments donnés? Vous savez qu'avec des scies, on peut construire beaucoup de châteaux.
Si on est dans les, dans les conjectures, oui. On peut dire beaucoup de choses. Je pense que pour être beaucoup plus concret, il s'agit d'un dossier, évidemment, c'est judiciaire, mais ça ne manque pas d'être politique, c'est évident. Et donc, tout dépendra de la bonne foi des uns et des autres, et tout dépendra également de comment le dossier va évoluer. On attend d'avoir beaucoup plus de détails sur qui a fait quoi, est-ce que, ainsi de suite, pour savoir comment ce dossier ou ces dossiers vont évoluer. À l'étape actuelle, personnellement, je voudrais garder une certaine distance par rapport à tout ce que ce soit les exécutifs, que ce soit les exécutifs, que ce soit les avocats des prévenus, tout ça disent. Je pense que la suite de la procédure nous donnera davantage d'arguments pour opiner. Mais par rapport au volet politique, quel commentaire vous faites de l'agenda qui a été peut-être, ou de cette audition? Parce qu'on a attendu que les élections soient terminées, la prestation de serment a eu lieu, presque le calme est revenu dans le pays avant qu'on ne commence à l'auditionner. Et peut-être avec l'évolution du temps, elle sera peut-être présentée dans les formes au procureur, comme il se doit peut-être, où le procès va démarrer peut-être. Quel commentaire faites sur le plan politique en tout cas? Hein, oui, ben vous êtes là en train de faire un procès d'intention et de dire qu'il n'y a pas forcément séparation de pouvoir. Non, je n'ai rien dit du tout. Je vous le concède. Non, je n'ai rien dit. Sauf que moi, je demande votre commentaire politique. De ma position, oui. Je peux juste dire que tout est possible. Tout est possible. C'est évident qu'il y a beau avoir séparation de pouvoir, il y a toujours une volonté de celui qui a le pouvoir d'influer sur l'autre pouvoir. Il a beau avoir séparation du pouvoir exécutif et judiciaire, à partir du moment où bon nombre de ceux qui gèrent l'appareil judiciaire sont nommés par l'exécutif. Donc vous pouvez bien imaginer qu'il peut y avoir des interactions, et puis nous sommes tous béninois. Donc le fait qu'il y ait ce genre de volonté est naturel, est légitime. On pourrait même dire, ce qui est essentiel, c'est que, à l'épreuve des faits, que chacun joue bien sa partition. Donc, est-ce qu'on a voulu qu'il y ait la proclamation des résultats, qu'il y ait la passation, il y ait, comment on appelle, la prestation de serment, tout ça avant? Je vous laisse le dire, mais je pense que même si c'était ça, tout cela fait partie du jeu politique. Et donc, quelqu'un dirait, en amour comme en politique, trompe qui peut, c'est pas mon opinion, je partage pas cet avis, mais cela fait partie de la vie des hommes. De la vie, tout à fait. Koshimo, on a peut-être observé ce parti dont je viens de dire le nom, et qui est resté un peu trop en retrait, non? Est-ce que vous ne sentez pas quand même que dans son environnement politique, je parle de Ricky Madougou notamment, qu'il y a un calme peut-être un peu inquiétant? Pas forcément. C'est vrai que déjà... Ou intriguant? Peut-être, mais ce qui est sûr, vous savez également que nous sommes dans un contexte où la peur plane quand même. On ne voit pas des communiqués de soutien. Ce sont ces avocats seuls qui parlent, qui dénoncent ces conditions de détention. Il y en a eu dès le début. Dès le début, peut-être qu'après, c'est une stratégie. Par exemple, après son audition, on n'a rien entendu jusque-là, par exemple. Oui, je disais, c'est peut-être une stratégie parce que il y a une peur qui plane quand même. Et ce parti, il y a beaucoup, attention, il faut pas l'oublier, il y a beaucoup de militants du parti qui sont également épinglés, qui sont derrière les barreaux pour des faits similaires. Donc il y a une peur qui plane. Le parti a certainement décidé de jouer à la carte de la prudence. On a même entendu des analyses voilà, des observateurs, de gens quand même très avertis, qui pensent même déjà à une probable, comment on appelle... voilà, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pourrait même en arriver à retirer, attention,
l'autorisation donc ou le récépissé d'enregistrement du parti. C'est vrai que on a vu un homme politique faire cette suggestion sur un plateau de télévision. Et c'est possible, ce n'est pas écarté. Donc c'est autant d'éléments, autant d'aspects qui font peut-être que le parti s'est dit bon, attention, restons un peu à l'écart, jouons quand même à la carte donc de la prudence. Si on ne sait jamais ce qui peut arriver. Élisée Heribert Labella-Djovi, pour finir sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en partant encore une fois de ce sujet-là, en faisant peut-être appel aux réalités qui prévalent dans notre pays, que la séparation des pouvoirs est une réalité au Bénin? Mais je pense que c'est relatif, aussi relatif qu'est notre processus démocratique. Et donc je pense que c'est aux différents acteurs de travailler à ce que le processus démocratique... Parce qu'après les commentaires vont dans tous les sens. Le processus démocratique soit renforcé. Et donc je peux dire que l'évolution de la situation de ces dossiers judiciaires dépend également de notre capacité à renforcer notre arsenal démocratique, ce que le président Patrice Talon a promis pour son second mandat. Absolument. Donc nous savons très bien que sous tous les cieux, il y a toujours ce tiraillement entre l'appareil politique et l'appareil judiciaire, l'exécutif et le judiciaire. Et donc il s'agit là également de dossiers très politico-judiciaire, et donc ce n'est pas facile le travail des juges. Il y a beaucoup de pression, la pression de l'exécutif, la pression de l'opposition, la pression également de la presse, la pression du public, et donc beaucoup de charges pèsent sur les frêles épaules des juges qui doivent, au-delà de tout, garder la sérénité nécessaire pour dire le droit et rien que le droit. Mais ce n'est pas facile parce que le droit est également fils de son temps. Ce n'est pas facile le travail des juges. Je pense qu'au-delà, si l'on va parler sincèrement, il va falloir que nous trouvions les mécanismes nécessaires pour quand même, sans faire de la compromission, en arriver à une situation plus apaisée dans notre pays. Et cela est de la responsabilité de tous les acteurs, pas que le chef de l'État, mais également de l'autre côté, pour que on ne se donne pas en spectacle. On ne se donne pas en spectacle parce que nous savons très bien que nous avons deux ennemis, sinon deux adversaires. Le premier, c'est la faim, c'est le bien-être du peuple, mais le deuxième, c'est ceux qui n'ont pas intérêt à ce que nous nous développions, et ceux-là, c'est ceux qui sont hors de nous, mais qui sont très proches de nous parce qu'ils estiment qu'ils sont maîtres de notre destin, ce qui est complètement faux. Et donc, nous avons quand même à trouver dans notre passé les éléments qui vont construire notre futur et faire en sorte que nous ne donnions pas nous-mêmes l'arme pour nous abattre des ennemis, pour nous abattre. L'ennemi, c'est pas l'exécutif, l'ennemi, c'est pas l'opposition, mais tout le monde peut être un jour ou un autre manipulé par les ennemis qui sont au-delà, mais qui sont hors de nous, mais qui veulent nous influencer. Et cela, ce n'est pas qu'au Bénin. Tous les pays africains et tous les pays qui ont été colonisés sont confrontés aux mêmes situations, et je dirais les Noirs plus que les autres. Donc c'est profond, ce n'est pas que de simples dossiers, mais il y a une volonté de tirer les ficelles, et ceux qui tirent les ficelles, il faut que nous travaillions, il faut que le patriotisme puisse revenir au devant de la scène pour que de part et d'autre, on ne donne pas l'occasion aux puissances qui ne veulent que... Ben, ceux qui tirent, c'est les puissances. Ce sont des gens du pays. Je parle des puissances internationales. Le Bénin n'est pas isolé sur la scène internationale. Il y a les puissances internationales. Et vous le savez, qu'on le veuille ou non, chaque fois qu'il y a un problème chez nous,
il y a ce que quelqu'un appellerait le parisianisme politique. Et donc, lorsque l'ancienne puissance coloniale et d'autres grandes puissances peuvent manipuler à la fois le gouvernement et l'opposition, ça permet de dire à l'opposition, si vous êtes avec nous, nous pouvons vous aider à troubler et dire au pouvoir, vous savez que nous avons vos adversaires avec nous, et donc si vous ne nous donnez pas ceci, cela, nous allons, si vous ne nous donnez pas ce que nous voulons, nous allons mettre le bordel, excusez du peu, dans votre pays. Je pense que tous les pays africains sont confrontés à ce problème. Mais je suis persuadé, je suis de ceux qui sont persuadés que le moment vient. Et il est là que nous allons trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour nous entendre sur l'essentiel. Évidemment, s'il y a des gens qui ne veulent pas travailler dans le sens d'une Afrique unie et de nos pays qui marchent ensemble pour produire le développement, on sera obligé de faire sans eux, mais ils seront obligés de prendre le train en marche. Voilà. Koshimo, votre avis sur cette question liée à la séparation des pouvoirs au Bénin entre le politique, l'exécutif. C'est vrai, le politique n'est pas un pouvoir, mais on sait que l'exécutif est d'abord politique. Alors, entre l'exécutif et le judiciaire, est-ce qu'il y a quand même cette frontière assez nette? Le politique n'est pas le pouvoir, mais le politique est partout. Je crois que c'est pas très net. C'est vrai que c'est écrit dans notre constitution, mais dans la pratique, c'est carrément autre chose. Vous savez, au niveau donc du judiciaire, il y a beaucoup donc de patrons qui sont nommés par l'exécutif. Comprenez le ministre de la Justice, les procureurs, ce sont des gens qui sont nommés et qui ont un cahier de charge et qui sont liés aux politiques. Le président de la République, qu'on le veuille ou non, c'est un politique. Le ministre qui nomme les procureurs, c'est un politique. Donc, la démarcation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, dans la pratique, n'est pas très visible. Encore qu'il y a eu des actions, il y a eu des actes qui ont mis de plus en plus donc de doutes sur cette démarcation. On a entendu récemment un juge d'ailleurs de la CRIES qui a donné de la voix, qui a beaucoup parlé, qui a donné de la voix. Donc c'est autant d'éléments, même avant lui, il y a eu un juge, voilà, qui après avoir rendu, même écrit des livres. Voilà, après avoir rendu une décision, a dû quand même fuir du pays carrément, il faut le dire. Donc cette démarcation n'est pas très nette dans la réalité donc des faits. Et c'est justement ce qui fait que de plus en plus les populations ne croient plus trop à la justice, même si on laisse les politiciens qui peut-être ont des dossiers qui ont fui du pays, même de simples citoyens, quand il y a la vindicte populaire, à un moment donné, quand même a pris de l'ampleur dans notre pays. C'est justement ce doute que les gens entretiennent vis-à-vis de la justice, c'est-à-dire on n'est pas sûr de gagner, même quand on se dit qu'on a raison. Donc cette démarcation, on ne le vit pas clairement et nettement dans la réalité. D'accord. Je voudrais dire un mot. Oui. Et ce n'est pas forcément pour prendre la parole après mon confrère, mais ça taraude dans ma tête. Allez-y. En fait, là où on est actuellement, on pense qu'on est toujours dans le monde d'il y a quelques années. Non, les choses ont changé. Et c'est le président Emmanuel Macron qui a dit « nous sommes en guerre ». Mais nous sommes en guerre contre qui? et donc, oui, nous sommes en guerre, mais nous, Macron Africains, disait ça, c'était dans son discours par rapport au en mars Covid, 2020, tout ça. Par rapport au Covid. Oui, mais c'est que justement, le Covid est une arme. Nous sommes en guerre, nous-mêmes, nous savons très bien que nous sommes en guerre, mais on a l'impression que nous ne nous rendons pas compte qu'effectivement, ils sont en guerre contre nous. Et donc, là où on se trouve, on est toujours dans les petites querelles de politique. C'est tout à fait normal qu'on ne peut pas l'effacer, mais il faudrait qu'il y ait un sursaut dans nos États. Parce que là où on est vraiment en guerre. Il y a une volonté de nous détruire. Mais on est en guerre contre nous. Est-ce que ce n'est pas un peu quand vous regardez, non, c'est pas trop. Lorsque vous regardez tel que les choses évoluent, lorsque vous en arrivez à une situation où, je donne un exemple simple, on dit Covid, on a dit prenez vos masques, gardez la distance, faites ceci, cela, vous finissez de le faire, on voit que les choses évoluent, on dit bon, tout le monde doit se vacciner. Finalement, on dit les gens peuvent sortir. Finalement, on trouve un mécanisme pour dire les gens ne peuvent plus voyager sans vaccination. Donc en fait, progressivement, on restreint
particulièrement les libertés publiques. Et l'objectif, on a l'impression qu'on veut tout faire pour nous recoloniser. Il n'y a pas un autre mot. L'Afrique est en train d'être recolonisée autrement. Donc c'est pour aller au-delà du débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour dire, nous sommes là à parler des chapelles politiques, mais là, nous sommes en guerre, mais nous dirons par rapport à nous en tant qu'Africains et en tant que Béninois qu'ils sont en guerre contre nous. Mais pendant ce temps, nous nous distrayons. C'est ça. Oui, je trouve quand même que c'est un peu quand même trop facile. C'est vrai qu'il faut faire une analyse un peu au-delà de ce que nous vivons à l'intérieur. Et le Bénin n'est pas isolé. Il y a les questions géopolitiques qu'il faut forcément donc aborder. Mais je trouve que c'est quand même un peu facile. On ne va pas tout le temps donc accuser les autres, alors que c'est nous-mêmes qui créons. C'est vrai, la COVID-19, c'est venu de là-bas. Et après, quand je suis un peu l'analyse, c'est à croire que c'est un moyen pour recoloniser. Après, c'est un moyen pour on est déjà en train d'être recolonisé. Si vous ne le savez pas, c'est pas facile. Il faut qu'à l'interne, nous ne donnions pas tout le temps des raisons aux autres, justement. Il faut pas, c'est vrai, on va pas se mentir, il y a toujours cette volonté d'avoir une mainmise sur l'Afrique, ou en tout cas, je dirais, certains pays africains, mais cessons quand même de donner on le dit, lorsque votre mur n'est pas fissuré, le lézard ne trouve pas une opportunité. Qui a fissuré le mur? Qui a fissuré le mur? On a nos problèmes internes, on a le problème interne dans les autres. Le mur est fissuré depuis qu'on est colonisé. D'accord. Donc, c'est ça. Oui, mais on parlera. Restons dans cette fièvre de panafricanisme quand même pour évoquer le retour au pays de Laurent Gbagbo, justement. Il est rentré jeudi 17 juin 2021 et il a dit exactement ceci: je suis content de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Et dans son discours très émouvant, il a rendu hommage à sa défunte mère qui s'en est allée en 2015. Et il a dit que malheureusement, il n'a pas pu être là pour organiser ses obsèques. 10 ans après son extradition, il est revenu au pays en héros presque. Élisée Heribert Labella Diovi, lorsque vous regardez cela, est-ce que vous avez l'impression que Laurent Gbagbo demeure un animal politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Mais vous avez déjà tout dit. Déjà, j'ai beaucoup apprécié l'expression déportation, parce que en fait, il a été question d'une déportation. Il a été pris à Abidjan lorsqu'il y a une crise politique, surtout une crise électorale. Normalement, si on doit recompter les voix, on recompte les voix. Oui. Mais on ne voulait pas en fait le faire parce que l'essentiel, c'est de le pousser à organiser les élections et à tricher. Tout simplement parce que il y a la constitution ivoirienne qui est claire. Lorsqu'il n'y a pas possibilité de pacification de tout le pays, on ne peut pas organiser une élection. Or, au moins 60% du territoire ivoirien était occupé par la rébellion. Et donc, dans ces conditions, on voit comment les Nations Unies ont joué vraiment le rôle pas très propre. La France est complètement dedans. Oui. Et on a vu comment il a été envoyé à Korogo, après déporté à La Haye comme un malpropre dans ces conditions-là, alors qu'il y a eu confrontation entre deux blocs. Ceux qui l'ont envoyé savaient très bien qu'il n'allait plus jamais revenir, qu'il allait écoper d'une cinquantaine d'années, tout ça, mais près de 80 témoins à charge, donc envoyés par la partie adverse. Absolument. Sont devenus des témoins à décharge, et tout le monde voulait vraiment s'approcher de Gbagbo, qui était quand même au banc des accusés. Ah, oui. C'était une véritable confusion. Finalement, il est acquitté de toutes les charges parce que justement il était président de la République, et lorsque vous êtes président de la République et qu'il y a une rébellion, déjà à partir de 2002, d'autres personnes l'auraient maté systématiquement, mais Laurent Gbagbo n'est pas de cette fibre-là. Il a eu des négociations, il a fait 8 ans avec une rébellion qui est resté avec Guillaume Soro, le chef du rebelle, qui a été son premier ministre tout le temps, et nous avons vu tout ce qui s'est passé. Non, je pense que, pas presque, Laurent Gbagbo est aujourd'hui un héros ivoirien, mais bien au-delà, un héros africain, et bien au-delà, un héros de tous ceux qui estiment que la justice doit prévaloir sur des intérêts partisans, des intérêts sordides. Et donc, je pense que, et ça je peux le dire, ce qui s'est passé le jeudi 17 juin 2021, même nos ancêtres, en tant qu'Africains, même nos ancêtres
se sont réjouis. Ils ont voulu voir ce jour parce que c'est pour la première fois qu'un noir, mais nous sommes au moins à 80% spirituels. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes écrasés. Absolument. Donc, un noir déporté et qui revient sur la terre natale, en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, c'est pour la première fois. Et je peux vous assurer que ce soit les vivants, que ce soit nos ancêtres en tant qu'Africains, en tant que Noirs, tout le monde s'est réjoui. Il n'y a pas eu que la Côte d'Ivoire, il y a eu l'Afrique, les 55 pays africains, il y a eu également toute la diaspora, les afro-descendants, tout le monde s'est dit, parce que à travers le retour de Laurent Gbagbo, c'est un peu comme le Bénin qui assure, le gouvernement du Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon, qui assure le leadership africain par rapport au retour des biens culturels. Laurent Gbagbo, son retour, si on va le dire de façon métaphysique, c'est un peu comme si tout ce dont l'Afrique a été spolié, tout cela est revenu à travers Laurent Gbagbo, et donc l'Afrique retrouve son âme. On peut vraiment au moins avoir ce lot de consolation avant d'aller plus loin, parce qu'on a été martyrisé par l'esclavage, on a été martyrisé par la colonisation, et on cherche à nous détruire. Mais maintenant, avec le retour de Laurent Gbagbo, on voit que c'est le renversement des situations. Je dirais, c'est la justice divine qui se manifeste en faveur de l'Afrique. Et attendez les prochains mois, les prochaines années pour voir ce qui va se passer. Les gens ont amené beaucoup de choses, y compris la Covid-19, pour bloquer le développement de l'Afrique, que même ont presque prophétisé par leurs experts pour dire en 2030, l'Afrique serait le continent de l'espoir. Ils ont tout fait pour nous étouffer, mais nous serons au rendez-vous parce que la justice est de notre côté et Dieu est avec nous. Kosimo Mbadji, à quoi joue peut-être Alassane Ouattara en le laissant rentrer au pays? Il faut déjà dire que je suis d'accord. Laurent Gbagbo est rentré en héros. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On a vu la mobilisation et 10 ans. En griffe, en enfer, il faut le dire, ça n'a pas été aisé forcément pour lui, qu'il rentre 10 ans après la mobilisation qui a suivi, c'est forcément, il a été porté en triomphe carrément. Après, il faut également reconnaître que Alassane Ouattara n'a pas forcément eu le choix. Il n'a pas forcément eu le choix parce que même après les discours, même si ce n'est pas personnellement lui, les membres de son parti, ses partisans, quand vous entendez le discours après, on comprend que le retour de Gbagbo n'a pas été véritablement accepté. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour également donc de ce retour. Donc Alassane Ouattara, s'il avait vraiment le choix donc d'empêcher Laurent Gbagbo de rentrer, il l'aurait fait parce que Laurent Gbagbo revient en force. C'est vrai que physiquement, on l'a vu un peu diminuer et tout, mais il revient en force et politiquement, il devient une menace pour Alassane Ouattara. Donc, du coup, ce n'est pas forcément aisé pour Alassane Ouattara donc, de laisser rentrer Laurent Gbagbo. Les joueurs, parce qu'on parle de réconciliation, je pense que ça risque d'être quand même un peu compliqué. D'abord, humainement, Laurent Gbagbo, c'est vrai le discours, mais après, quand il va s'asseoir et repenser à tout ce qui s'est passé, et au-delà, donc, de sa guerre avec Alassane Ouattara, il y a également ce qui est au-delà, la France, pour dire les choses clairement, parce que Laurent Gbagbo, il a dit, je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Laurent Gbagbo, il a été toujours un panafricaniste, on le sait. Ouais. Donc aujourd'hui... il n'aurait pu jamais être capturé si la France n'était pas intervenue. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il se retrouve. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, il y a une volonté des puissances à nous dominer et peut-être à nous détruire, mais il y a les nôtres parce que Laurent Gbagbo ne s'est pas retrouvé à la CPI sans Alassane Ouattara, sans le pouvoir qui était en place. Donc, il faut faire le combat contre ces puissances-là, mais après, il y a les nôtres qu'il faut également essayer de discipliner. La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire est-elle maintenant sur le bon chemin? Élisée Heribella Belladjovi. Non, nous ne voilons pas la face. Ce qui s'est passé le jeudi, on a bien apprécié le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui revient et je pense que la situation politique ivoirienne va prendre une autre ampleur.
Mais autour, on n'a pas tout dit. Hein, on n'a pas tout dit. Vous savez très bien que d'ailleurs, il devrait passer par le pavillon présidentiel, mais il a refusé parce que déjà, ses partisans sont retrouvés à l'aéroport, des gens ont été gazés, des gens ont été blessés, il y a eu des morts. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont disparu. Ah bon? Il y a beaucoup de situations. Actuellement, en Côte d'Ivoire, avec le retour du président Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de situations qui font que peut-être le président Laurent Gbagbo ne peut pas parler, mais il doit être bien débité par la situation. Je pense qu'on est on est dans une situation difficile. On peut comprendre, évidemment, le régime. L'exécutif voulait éviter en suggérant qu'il rentre discrètement. Non, je pense que c'était impossible que le président Laurent Gbagbo rentre discrètement parce que il y a la symbolique. Je vous ai dit que ce retour, de la même manière qu'il a été déporté, pour suivre le même rituel que les anciens et les ancêtres qui ont été déportés, il devrait revenir et c'est une première dans la gloire. Et il devrait être reçu tel qu'il a été reçu. Je pense que si le régime du président Alassane Dramane Ouattara comprenait, mais ils le comprennent, mais évidemment il y a la question du pouvoir qui fait qu'il ne va pas vouloir que cela se passe de cette manière parce que ça va rendre Laurent Gbagbo ultra populaire. Mais en fait, Laurent Gbagbo est déjà ultra populaire. Le fait qu'il parte comme un pestiféré presque et qu'il revienne de cette manière avec la communauté internationale derrière, je pense que effectivement au niveau de la symbolique, le pouvoir d'Abidjan est en très grande difficulté. C'est une mauvaise nouvelle pour le président aujourd'hui. Mais maintenant il faudra savoir gérer les choses avec. Et c'est la question que j'allais poser. Qu'adviendra-t-il alors pour son mandat, puisque là, il entame un nouveau mandat. Oui, il est dans un nouveau mandat. Non, vous savez très bien que le troisième mandat a été forcé. Le retour du président Laurent Gbagbo, les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir beaucoup de choses parce que Laurent Gbagbo est revenu, mais il n'y a pas que Laurent Gbagbo. Il faudrait que Charles Blé Goudé revienne, il faudrait que Guillaume Soro Guy Bafori, il semble que le 17 même, il y a une décision. Absolument, le procureur a requis la perpétuité. Donc, bon, or, il faut que Guillaume Guy Bafori Soro revienne, il faudrait que les prisonniers politiques, surtout les prisonniers militaires, les prisonniers militaires qui sont incarcérés, voilà, il faut qu'ils sortent pour qu'il y ait une réconciliation. Mais ce qui s'est passé depuis quelques jours, j'ai l'impression que ça corse la note, mais de toutes les manières, il y a une chose qui est indéniable, le processus de réconciliation, on est obligé d'en arriver d'une manière ou d'une autre, même s'il faut finalement qu'il y ait peut-être un gouvernement d'union nationale. De toutes les manières, en Côte d'Ivoire, depuis quelques mois, on est en transition. On n'est pas dans un troisième mandat, on est en transition. Et comment cette transition, non, mais moi, là, je vous parle un langage spirituel. Comment cette transition va se poursuivre, la suite nous le dira, puisqu'on n'avait pas prévu politiquement, ceux qui ont envoyé Laurent Gbagbo à La Haye ne pensaient pas qu'il allait revenir de cette manière. On se disait qu'il allait avoir au moins 30 ans, 50 ans de prison, et quand on ajoute à son âge qu'il serait passé de vie à trépas, mais comme il y a l'aide suprême qui décide en fin de compte de ce qui va se passer, si Laurent Gbagbo est revenu, il a été bombardé dans sa résidence, il n'est pas mort. Il est allé à Korogo pendant 8 mois, il n'est pas mort. Il est allé à La Haye, il n'est pas mort. Il a vécu tout ça. Et qu'il revient de cette manière, ça veut dire qu'il n'a pas fini avec sa vie politique et qu'il y a un rebond. Donc, on verra bien la suite. Ça ne dépendra pas que des hommes. D'accord. Mais Alassane Ouattara, quand même, au moins 2 cartouches, non? Il y a par exemple cette condamnation par contumace à 20 ans d'emprisonnement ferme qui est là comme une épée de Damoclès que Ouattara peut agiter à tout moment et l'arrêter. Il y a aussi, je dirais, d'autres questions. Peut-être, est-ce que Alassane Ouattara, de sa position, ne tient quand même pas? Est-ce qu'il n'a pas quand même, d'une manière ou d'une autre, le contrôle de la situation? Et l'autre cartouche, ça m'avait échappé, c'est notamment cette révision probable de la Constitution qu'il a promis de façon voilée à la veille de l'élection du 31 octobre, où il disait que
après, il va tout faire pour que leur génération aille se reposer. Est-ce que, quelque part, avec ces deux possibilités, Ouattara ne tient pas quand même le contrôle? C'est vrai que Ouattara a le pouvoir, mais il n'a pas forcément toutes les cartes. Le retour de Laurent Gbagbo complique les choses. Oui. Et surtout, début de mandat, un mandat presque, c'est vrai, c'est constitutionnel. Il a un troisième mandat, mais c'est un mandat presque forcé, on le sait. Il a le pouvoir, mais il n'est pas véritablement assis. Et quand quelqu'un comme Laurent Gbagbo rentre avec cette mobilisation, et qui, quelques semaines avant son retour dans une interview, a clairement fait savoir que il n'a pas dit je prends ma retraite politique. On sent toujours un Laurent Gbagbo encore prêt à aller au combat politique. Donc, ça devient quand même difficile pour Alassane Ouattara. Début mandat avec ses problèmes. C'est vrai, il y a la condamnation, mais ça va être difficile pour lui d'agiter ça parce que je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais ça risque quand même d'être très compliqué pour lui. Oui, très compliqué, d'autant plus. Oui. D'autant plus que Laurent Gbagbo n'est pas revenu simplement. Et il y a la CPI, la communauté internationale est derrière. Oui. Et il y a eu ce courrier. Mais les États sont souverains, non? Non, mais la condamnation, par contre, tu vois que le braquage de la BCEAO n'est pas rien. La BCEAO n'a jamais porté plainte par rapport au braquage. Donc, si vous dites qu'il y a braquage, ça fait un. Mais deuxièmement, judiciaire, il a même été condamné. Non, attendez. Lorsque vous êtes un gouvernement et que vous envoyez un de vos fils, surtout président de la République, devant une juridiction internationale, et que vous dites vous n'avez pas tous les outils pour le juger. Mais le droit, nous n'allons pas l'inventer. Lorsqu'une décision sort de cette juridiction internationale, ça surplante votre décision. Donc, normalement, vous ne pouvez pas, à la veille de la décision qui acquitte le président Laurent Gbagbo, a agité un procès à Abidjan, puisque vous savez très bien que c'est vous-même qui l'avez envoyé du côté de la Haye. Donc, en fait, tout cela rentrait dans une période, la période de la crise post-électorale. Et tout ce débat-là, ça rentre dans un cadre global. J'ai l'impression que c'est un peu trop facile à... Non, c'est pas trop facile. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, pendant que vous savez que vous avez un citoyen, que vous avez envoyé quelque part, agiter un autre procès à l'intérieur, ça veut dire que c'est politique. Mais c'est politique, c'est très clair. S'il était sur le territoire, oui, mais il fuyait. La condamnation est là. Non, mais la condamnation est là, sauf que au niveau de la CPI, c'est très clair. Hein. Laurent Gbagbo ne revient pas en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait de procès par rapport à lui, pour qu'on le prenne. Hein. C'est très clair. Le courrier qui a été envoyé, Non, justement, c'est l'État ivoirien qui décide, sauf que le président Alassane Dramane Ouattara lui-même sait que là où on est actuellement, là, c'est quelque chose même à ne pas envisager. Parce que je pense que le jour là même, il risque d'avoir beaucoup de problèmes à Abidjan. Le jour où on va... Puisque Laurent Gbagbo, à son âge, il est allé faire 10 ans, il y a une crise post-électorale, on parle, la communauté internationale, pour avoir bonne conscience, les Nations Unies parlent de 3 000 morts, mais on sait très bien qu'il y a peut-être 20 000, 30 000 morts dans toute la crise ivoirienne depuis 2002 jusqu'à 2011. C'était pour avoir bonne conscience. Ben, je pense que, quand même. Non, quand je dis bonne conscience, je veux dire que c'est plus que ça. Oui, c'est ce que je dis. Plus que ça. Oui, c'est juste pour centrer, puisque les Nations Unies n'étaient pas juste une force juste d'interposition. Les Nations Unies ont été des acteurs, ce qui est essentiellement grave dans cette crise ivoirienne. Et on a vu, et la France n'était pas juste un acteur, même si on sait que c'est l'ancienne puissance coloniale, mais la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. On a vu ce qui s'est passé, jusqu'à des bombardements sur la résidence présidentielle. On a vu tout ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'on était dans le non-droit total. Et comme on a vu que la décision allait déboucher sur l'acquittement, puisque comment on appelle, les témoins à charge sont devenus des témoins à décharge. Il fallait maintenant, comme on sait que il y a l'acquittement qui devrait venir,
on a activé ce procès-là qui a débouché sur cette décision. Et je pense que les 20 ans d'emprisonnement, il n'y a pas eu que pour le président Laurent Gbagbo. Il y a eu 20 ans également pour Charles Blé Goudé, il y a eu 20 ans pour Guillaume Guigbafouri, Soro. Il y en a eu. Donc, non, je pense que c'est peut-être une pression de la part du régime d'Abidjan, mais on sait très bien qu'à l'étape actuelle, je pense qu'il faudrait qu'ils travaillent tous les acteurs de la crise ivoirienne, et notamment aujourd'hui, on a et c'est ça que Kakabe, le ministre de la réconciliation, voilà, Kouadio Kona-Bertin, il a dit, aujourd'hui on a les trois présidents que sont le président actuel Alassane Dramane Ouattara, l'ancien président Henri Konan Bédié et le président Laurent Koudou Gbagbo. Et donc, là, on irait dans un processus de réconciliation plus avancé, mais tel que je vois les choses s'annoncer, si au niveau de ceux qui sont autour, parce qu'on a sur le plan médiatique un discours de la part du président Alassane Dramane Ouattara de faire baisser la tension, mais on a l'impression que autour des satellites, autour de lui, il y a des propos guerriers. Si la situation n'est pas vite, comment on appelle, la situation n'est pas vite calmée ou maîtrisée, j'ai l'impression que tout ça risque de ne pas finir bien. D'accord. Merci infiniment à vous. Élisée Heribert Abel Adjovi, vous êtes gouverneur du magazine panafricain dénommé le Label Diplomatique. Vous êtes le président du caucus panafricain des journalistes. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et puis merci aussi à vous, Koshimo Mbadji. Vous êtes journaliste, analyste politique, ici même à Bénin Web TV. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis de bout en bout. On va se retrouver très prochainement sur ce même plateau avec de nouveaux sujets, de nouveaux acteurs. À très vite.